Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Faux Départ. Salut Julie. Allô? On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet aujourd'hui parce qu'on va parler des chouchous. Ça fait longtemps en plus que tu nous en parles, des chouchous, Julie. Ah, oui. Avant qu'on attaque cette capsule spéciale partenaire, parce que ça c'est ultra important, on va en parler en long en large aujourd'hui. J'avais envie de préciser que dans la barre d'infos de cette vidéo, comme dans toutes les autres vidéos de Faux Départ, vous retrouvez Julie, Malika, donc la fille de Julie, qui est docteur en psychologie et qui continue l'œuvre de sa maman. Ça fait plus de 30 ans que tu formes les professionnels. Comme tu dis, je suis plus capable d'être gentille. Et donc, on vous retrouve facilement dans la barre d'infos de cette émission là-dessous. Et comme moi, je disais dans une capsule précédente, je n'ai pas non plus été capable d'être gentille, ça fait bien longtemps. Eh bien, j'ai réglé mes comptes avec les protocoles et la médicalisation des naissances dans le livre Faux Départ qui vient de sortir. Et avant d'enregistrer cette capsule, je disais à Julie que je lui dédie, ainsi qu'à toute sa famille, ce livre-là, parce que effectivement, on a fait un sacré bout de chemin déjà en une année ensemble, à quel point on est programmé, et c'est comme ça qu'on s'est rejointes. Mhm. Tu te souviens, Julie, sur le thème de la déprogrammation, puisque on a un ami en commun, c'est Sylvain Laforest, et on est tous en train de se déprogrammer massivement. On enregistre en 2022, et après ce polytraumatisme du Covid, eh bien, on remonte la barre et on va parler des chouchous dans ce qu'est ce processus involontaire extraordinaire de la naissance. Et dans une autre capsule, vous pourrez découvrir une autre partie de ce qui est réservé aux chouchous dans la préparation à la naissance, parce que maintenant, on prépare aussi les chouchous. Bon, alors, quand on dit chouchou, on parle de partenaires en général. Eh bien, on inclut tout le monde, mais pour nous, c'est plus facile de dire les chouchous. Et on va faire comme ça, si tu es d'accord, Julie. Absolument, absolument. Comment on va attaquer cette capsule aujourd'hui? Il faut que je te dise, c'est peut-être ma capsule préférée parce que c'est ce qui m'a conduite sur ce chemin-là de la préparation à la périnatalité. C'est vraiment la place du partenaire. Tu sais que j'ai exercé comme médiatrice familiale pour le ministère de la Justice du Québec. Donc, comme médiateur, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie des divorces. J'arrive à l'autre bout, à la fin d'un couple. Puis j'ai toujours été, comme j'ai été formée dans le domaine de la psychothérapie puis de la relation d'aide, j'étais intéressée à savoir c'est quoi l'expérience que les gens vivent. C'est par curiosité je pose la question, racontez-moi votre histoire. Puis quand j'entendais l'histoire de la mère, l'histoire du père, j'avais presque toujours le même profil d'histoire. Ce que j'entendais de la mère, c'est, tu sais, je me sens dépassée. Je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, je travaille à l'extérieur, j'ai beaucoup de responsabilités, l'éducation, tout ça. Je suis comme épuisée, puis je me sens débordée. Puis elle disait souvent, les femmes, j'ai l'impression qu'il faut que je m'occupe de mon partenaire en plus. C'est comme les enfants, plus il faut que je m'occupe de lui. Du côté du père, ce que j'entendais, c'était souvent, depuis la naissance des enfants, c'est comme si ma connexion avec ma partenaire s'est affaiblie, elle a disparu. Je me sens pas important, je me sens pas reconnue, je sens pas que j'ai une place aussi importante que les enfants. Puis, je me sens négligée. Puis, au niveau sexuel, il y a aussi cette composante-là qui était souvent présente. Alors, de chaque côté, il y a comme une souffrance qui s'est comme installée, où le couple réussissait pas à travailler ensemble autour de la naissance de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant devenait un peu l'élément déclencheur de difficultés. Fait que c'est là que j'ai vraiment compris que le couple en phase périnatale était à risque. D'ailleurs, dans les statistiques, ce qu'on voit, c'est que dans l'année de la conception puis l'année qui suit la naissance, c'est là que les divorces ont lieu. Tu sais, on voit fréquemment, même dans notre communauté, on entend ça, les partenaires sont partis à 3 mois après la naissance de l'enfant, sont partis pendant la grossesse, ils se sont séparés. Donc, on voit que c'est vraiment une période qui est charnière, c'est une période de transition qui est très, très importante pour le couple. Et si le couple n'a pas les outils
ils résistent pas parfois. Donc, on sait que j'avais trouvé dans la littérature que quand le père participait, quand le partenaire, le chouchou participait pendant la grossesse puis l'enfantement, qu'il participait après la naissance. C'est-à-dire qu'il participe aux tâches qui entourent la vie de l'enfant, la vie à la maison, les soins, tout ça. Et quand le partenaire participe après la naissance, il est moins à risque d'être dans une couple qui va se séparer. Donc là, je me suis dit, c'est un peu comme ça que tout ça s'est mis en place dans mon programme. Je me disais, mais comment on fait pour intéresser le père? J'avais pas compris qu'est-ce qui faisait que le père participait après, mais je savais qu'il fallait qu'il soit présent pour qu'il soit là après. Et donc, c'est là où, dans mes premiers cours, on m'avait confié les cours de préparation classiques. J'étais allée donner mon premier cours. Moi, je venais d'être formée comme prof de yoga. Et là, on m'avait dit, tu dois faire les exercices. Donc là, je fais des postures pour détendre, relâcher, renforcer, tout ça. Puis je voyais les chouchous qui étaient au sol, puis qui observaient la femme, puis qui disaient, regarde, elle monte plus haut que toi. L'autre, elle tient mieux que toi. Elle a pris moins de poids que toi. Tu sais, ah oui, sympa. Il y a déjà une bonne ambiance. Ah oui, c'était catastrophique. Ça m'a pris comme 5 minutes pour voir que ça marchait pas. Non. Que les gars, ils faisaient juste regarder les filles. Et puis que là, il y avait toute cette évaluation, là, tu sais, qui créait des soucis. Donc là, je me disais, ça va pas le faire. Puis, en travaillant avec les partenaires, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'est qu'il y ait des outils concrets. Donc, j'ai commencé avec à vraiment trouver des outils où le père pouvait se sentir utile. Puis, quand le père joue un rôle et qu'il se sent utile pendant le travail et l'accouchement, ce que j'ai compris après, c'est que la biologie, elle embarque. Puis c'est la biologie qui fait que l'attachement se fait. Je l'ai compris après, mais je l'ai fait pendant des années sans savoir. Je savais que ça donnait le résultat au final, mais j'avais compris comment. Alors, essentiellement, ce que c'est, tu sais, on en parle beaucoup des hormones, les hormones naturelles, comment le cocktail hormonal qu'on produit pendant la grossesse puis l'enfantement va servir à la survie de notre espèce. C'est-à-dire que les hormones vont servir à créer le début du travail puis nous faire enfanter. Elles vont servir à prévenir qu'on se vide de notre sang, donc les hémorragies. Elles vont servir à réduire les sensations, à l'allaitement, puis à vraiment créer l'attachement pour pas qu'on abandonne nos nourrissons. Fait qu'on devient attaché, on les aime tellement qu'on est prêt à tout faire, à pas dormir la nuit, tu sais, à se sacrifier, à se donner pour notre nourrisson. Et ce que j'ai compris par après, et même maintenant, on a des preuves qui démontrent ça, c'est que quand le partenaire est présent à la naissance, il va profiter des hormones de l'ocytocine qui créent cet attachement-là. D'ailleurs, on le voit chez les mères qui ont eu une césarienne et qui n'ont pas pu avoir le bébé en peau à peau tout de suite après la naissance. Et qu'on a dit, bon ben là, c'est toi le partenaire qui va prendre le bébé, puis tu vas l'avoir en peau à peau sur toi. On voit que les pères deviennent très, très attachés à cet enfant-là. Et ça peut être leur deuxième, leur troisième enfant. Au premier, ça s'est pas passé, mais ça se passe quand, tout de suite en postnatal, ils sont en peau à peau avec le père ou avec le partenaire. Donc, ce que ça explique, c'est que comme les hormones, c'est des phéromones qui sont communiquées dans l'air, qui sont communiquées d'une personne à l'autre. Toutes les personnes qui vont être dans la salle pendant que la femme est en travail puis qu'elle enfante vont profiter de l'ocytocine. Et c'est ce qui fait qu'il y a une relation d'amour qui va se créer. Et c'est pour ça qu'on veut que la relation d'amour, elle se passe entre la mère, le nourrisson et le père, le partenaire, et pas qu'elle se passe entre la mère puis le gynéco ou la sage-femme qui est là, puis « Oh, merci, tu m'as sauvé la vie, t'étais là ». On veut pas qu'elle tombe en amour, la femme, avec le professionnel, on veut qu'elle tombe en amour avec son partenaire et son bébé. D'où l'importance d'avoir le partenaire qui est là présent pour que la biologie, elle embarque. Tu sais, au Canada, il y avait une annonce dans les années 70, là, c'était les saucisses Schneider, là.
Puis on disait, plus tu manges cette saucisse-là, plus tu l'aimes, plus t'en manges. Tu vois, fait que ça crée comme une boucle. C'est comme ça pour les partenaires et le bébé. C'est que plus t'es proche du bébé, plus tu produis les hormones d'attachement, plus t'es produit, plus t'as envie d'être avec le bébé, donc plus tu vas produire des hormones et ça crée cette boucle-là qui fait que c'est pas je vais garder mon enfant ce soir, c'est je m'occupe de mon enfant. Oui, surtout que tu sais, pendant le confinement de 2020, on rigolait parce qu'on disait qu'il y avait des gens qui découvraient le nom de leur enfant parce que les écoles étaient fermées, ils devaient s'en occuper. Et c'est vrai que tu parles d'une réalité qui est triste, mais qui est là, c'est un fait. Et il y a énormément, ce que tu dis, c'est ça, c'est de corvée, de fardeau dans le fait de s'occuper, hein, comme tu dis, surtout, on dit oui, bon, c'est forcément le rôle de la mère, hein, et il y a énormément de pères et de partenaires qui se disent bon, bah, de toute façon, c'est le rôle de la mère d'accoucher, moi, j'ai rien à faire. En ce qui concerne les préparations en tant que telles, je vous rappelle, les amis, qu'il y aura un épisode consacré à ça, mais ça va quand même de pair, hein. C'est marrant de le dire aussi comme ça, parce que effectivement, moi j'ai remarqué une chose, Julie, c'est que les hommes sont quand même très axés sur, il y a une espèce de, et ça c'est vu, mais en augmentation depuis ces dernières années, une fascination pour la technologie. Moi, j'ai des femmes qui m'ont témoigné avec des messages en me disant « Oui, mais moi, je voulais accoucher à la maison, je voulais être dans la physiologie, mais je suis pas du tout soutenue par mon conjoint qui, lui, pense que c'est beaucoup plus sécuritaire à l'hôpital parce qu'il y a des machines. » Enfin, on le verbalise pas comme ça, mais c'est souvent le cas. Je sais pas si tu as noté ça aussi avec ton expérience. Je pense que les partenaires, ils veulent bien faire. Mais ils ont subi la programmation de façon très, très importante. Premièrement, dans leur propre naissance à eux. La génération des pères qui ont des enfants, puis des mères qui ont des enfants maintenant, la plupart de ces naissances-là, ils se sont faits avec des hormones de synthèse dans des milieux médicalisés. Donc, les enfants, ils sont nés, les personnes qui enfantent sont nées dans un modèle médical. Ce qui fait que ils ont la programmation. Puis tu sais, Hollywood, Sylvain, il le dit souvent, tu sais, Hollywood, dans les opérations d'Hollywood, il y a une programmation très claire qui vise à rendre passives et impuissantes, comme tu dis, les femmes, et à rendre dépendantes les femmes et impuissants les hommes. Donc, tu vois jamais un gars, un partenaire dans une situation d'enfantement, un partenaire qui occupe l'espace pour protéger la femme. Tu vois jamais ça. Tu vois le gars qui, tu sais, il comprend pas la fille qui se compte, qui crie puis qui hurle, puis le gars qui est comme dépossédé de tous ses moyens. C'est une programmation. Donc, c'est clair que c'est très difficile pour le gars de dire, le partenaire de dire « Hey, ça va le faire, on va le faire chez nous », surtout si lui, il vient d'un milieu qui est médicalisé. On le voit des fois dans les milieux où le partenaire a grandi dans une famille où il y a eu un enfantement en puissance. Tu sais, je l'ai vu quelques fois où le père, tu sais, il parle de sa propre naissance, puis il parle de la relation qu'il a avec sa mère, puis il va dire, tu sais, ma mère, elle nous a toujours dit que c'était naturel, enfanter, qu'elle a fait ça avec sa puissance. Puis des fois, l'élan vient du partenaire. Des fois, ça vient de là. Mais dans les deux cas, il faut que tout le monde chemine vers ça, que tout le monde examine, qu'ils aille voir c'est quoi les blessures qu'ils ont de leur propre naissance, puis c'est quoi les conditionnements qu'ils ont eu autour d'eux autres, qui ont fait que leur idée, c'est plus sécuritaire d'aller à l'hôpital, puis j'ai peur qu'on fasse ça ailleurs. Donc là, c'est une belle opportunité pour aller inspecter ça. Oui, et tu parles d'opportunité, Julie, et j'en profite pour glisser le fait que c'est aussi l'opportunité, moi je le dis comme ça dans mon livre, d'offrir à la future maman le plus beau cadeau qu'on puisse faire dans sa vie, c'est lui dire « je crois en toi, t'es capable ». Et ça, c'est dommage parce que c'est tout bête et pourtant c'est la base en fait de ces besoins. Quand on est en train d'accoucher, on a c'est paradoxal parce qu'on est autant vulnérable que dans la puissance la plus absolue de notre vie. On a vraiment ces deux extrêmes qui se mélangent et le conjoint, eh bien, il a cette opportunité de donner
à sa femme sa confiance, sa foi, sa certitude que ça va le faire parce qu'elle est capable. Absolument. Puis tu vois, c'est pour ça que je dis, tout le monde, il faut qu'il fasse son bout de chemin là-dedans. Chacun, il faut qu'il regarde c'est quoi les programmations, les pensées, c'est ce qu'on nous autres, on appelle les pensées erronées, qui font qu'on a peur. Que ce soit pour un enfantement à l'hôpital ou que ce soit un enfantement à domicile ou peu importe, c'est quoi la programmation que j'ai reçue qui fait en sorte que j'ai peur. Puis j'ai peur de quoi? Puis il faut toujours se rappeler que ça fait partie, la peur. Tu sais, quand on dit c'est la pandémie de la peur, mais nous, on vit ça dans la naissance depuis au moins 70 ans. Tu sais, depuis les années 50 ou après-guerre, là, où ils ont vraiment rendu la médicalisation normale de la naissance, c'est une médicalisation autour de la peur. On fait peur à tout le monde, aux femmes, aux hommes, aux professionnels de la santé, tout le monde a peur. Et tant qu'on va être dans la peur, on a de la difficulté à avoir du pouvoir. Et c'est pour ça que on a 9 mois pour se préparer. On devrait se préparer avant la conception pour commencer. Excuse-moi, Julie, et je te coupe parce que ce que tu dis révèle une réalité qu'on voit avec Faux Départ. Il y a énormément de femmes, et je vous salue les filles qui m'écrivent, notamment sur Instagram, et qui me disent, on regarde les émissions, on n'est pas encore enceinte, mais justement, on a maintenant envie d'avoir des enfants alors qu'on n'en voulait pas. Il y a aussi ça, hein, maintenant, avec tout ce qui s'est passé depuis 2020, il y en a plein, et je peux comprendre qu'ils se sont dit, mais dans quel monde on va amener ces bébés? Et puis, il y a aussi des femmes qui disaient, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui clochait en moi, j'ai pu déprogrammer justement cette peur viscérale aussi d'accoucher, parce que, en fait, ça résonnait comme étant un passage obligé par la médicalisation. Et donc, maintenant, je n'ai pas encore de bébé dans mon ventre, c'est pas encore en route, c'est dans des projets à plus ou moins long terme, voire moyen terme. Mais tu vois, maintenant on commence petit à petit. Oui, absolument. Puis c'est tellement beau, tu sais, je veux dire, quand tu regardes c'est quoi l'enfantement, on en a souvent parlé, mais l'enfantement, c'est l'opportunité de se dépasser. Puis pour le couple, c'est une opportunité de vivre une grande épreuve ensemble. Tu sais, mon conjoint et moi, ça fait 2 ans qu'on est sur un chantier de construction. Là, on a accompli un bon 80-90%. Il nous reste encore pas mal de trucs à faire, l'aménagement paysager. Et n'importe quel couple vous dira que la construction ou la rénovation d'une maison, c'est une grande épreuve. C'est une épreuve qui va séparer souvent des couples ou qui peut renforcer le couple. Ben, la naissance, c'est la même chose. C'est une grande épreuve. C'est un grand moment. C'est un grand sommet qu'on peut faire ensemble. Puis ça a toujours été la dynamique qui m'a intéressée. C'est comment on fait pour se rejoindre, pour créer une synergie entre nous, notre couple, les 2 partenaires, pour qu'on développe la puissance pour gravir ce sommet-là. C'est pas un sommet qu'on fait seul, on le fait ensemble. Puis, tu sais, j'ai peut-être été une des premières, puis encore peut-être une des seules qui croient dans l'importance du couple pendant la période périnatale. Oui. Les gens vont dire, oui, c'est beau, mais on va mettre quelqu'un pour vous aider, puis là, il y a la sage-femme, puis il y a l'accompagnante, puis il y a le docteur, puis il y a plein de monde autour, la spécialiste en lactation, puis tout ça, mais ultimement, c'est le partenaire qui va être là. C'est lui qui est là quand tu dors pas la nuit, puis quand t'as les cheveux gras sur le sofa, tu sais, quand tu te sens un 0 sur 10, puis que, tu sais, t'es fatigué, puis t'as mal au sein, puis que, tu sais, t'es déprimé en postpartum, tu vois plus le bout, tu sais, c'est le gars, c'est le partenaire qui est là, c'est le chouchou, qui va avoir à gérer ça, c'est lui qui va avoir à vivre dans la cellule où là, on a des questionnements, l'allaitement, ça marche-tu, ça marche pas, puis on fait quoi, puis le cododo, puis tu sais, tout ça. Je comprends, j'ai jamais compris pourquoi on écartait les partenaires. Je l'ai pas compris, ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'était tellement endogène, c'était tellement normal que le partenaire soit présent parce que c'est mon plus grand allié. C'est à lui que je me confie quand ça va pas. C'est avec lui, à lui que je demande de l'aide quand ça va pas. Donc, quand j'ai développé mon approche, c'était vraiment une approche qui était basée sur, OK, je sais que les partenaires, ils veulent bien faire.
mais ils ont été programmés et conditionnés à être passifs, à être impuissants, à être passifs. Moi, je connais rien là-dedans, je suis pas un médical, j'ai peur du sang, je vais tomber sans connaissance, tu sais, ça va pas le faire. On a comme créé une espèce de modèle d'un petit homme, petit. Tu sais, puis moi, je veux pas un petit homme, moi, je veux un gars puissant. Parce que s'il est puissant, il est capable de me soutenir, moi, dans ma puissance. Si lui, il a peur, ça va être le premier à me dire, ben là, tu devrais peut-être prendre la péri, puis là, il me semble que t'as trop saigné, il me semble que, tu sais, la machine a dit telle affaire, puis il va semer le doute qui va m'empêcher, moi, de rentrer dans ma puissance. Alors, Julie, là, tu es en train de parler d'un truc, il faut absolument que je te pose une question. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu connais ces émissions, je ne vais pas donner de nom, je n'ai pas envie de fâcher qui que ce soit, mais sur YouTube, ça fleurit des émissions de télé-réalité où il y a des caméras partout dans les maternités. Alors, ça change de maternité et tu peux assister. Alors, il y a une voix en off qui explique ceci, cela, les couples, les machins. Et donc, moi, je me les fais en boucle parce que j'ai besoin de voir comment ça se passe maintenant. Donc, ce ne sont pas des vidéos qui sont tournées il y a 20 ans. Maintenant, avec tout ce qu'on sait sur la physiologie. Et je vois énormément, donc il y a quasiment tout le temps maintenant les conjoints dans les salles, quasiment tout le temps. Enfin, je n'ai vu que ça. Et une fois, j'ai vu une, parce qu'ils étaient séparés, elle était célibataire, la maman. Sinon, il y a toujours les conjoints. Donc ça a déjà été une nouveauté qui date pas non plus d'il y a très longtemps, où on a considéré que les conjoints devaient être dans les salles d'accouchement sans pour autant leur expliquer ce qui allait se passer. Donc ça aussi, c'est pour ça que ça fait beaucoup de dégâts. Mais ça, on en parlera éventuellement. Mais je voulais savoir ce que tu pensais de ça, parce que tu parles justement de « Allez, ma chérie, prends cette péri », et j'ai l'impression effectivement que les pères, là, c'était vraiment des pères qui disaient à leur chérie « Oulala, effectivement, bon, t'es sûr que tu veux pas prendre l'anesthésie ?» On avait l'impression qu'ils étaient incapables de gérer l'image de leur femme ayant mal. Alors, souvent, parce qu'on les voit témoigner aussi après en coulisses, ils disent « Oui, je la voyais souffrir. Alors, j'étais soulagée quand on lui a flanqué sa péridurale. » Et aussi parce que comme ça, du coup, probablement, ils sont rassurés aussi, eux. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'ils ne se sentent pas impuissants? Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie par un psychologue qui s'était intéressé à l'état psychologique du partenaire dans une salle d'accouchement pendant l'enfantement. Et ce qu'il a observé, c'est que le taux d'anxiété du mâle diminuait quand il y avait une péridurale. Donc, la péridurale, je dis souvent, on devrait la faire à ceux qui sont autour de la femme qui enfante, parce que c'est eux autres qui sont anxieux. Le professionnel, il aime pas ça. Il aime pas ça, voir une femme qui gémit, qui fait des sons, tu sais. Puis c'est sûr que c'est une femme qui est dans sa puissance, puis tu sais, qui le manifeste. Quand t'es préparé, quand t'es capable de décoder ça, puis de dire, OK, c'est comme je disais à une femme, tu vas vivre ton orgasme, mais tu vas te la fermer. Tu sais, t'as pas le droit de faire de son. Tu sais, ça inhibe, tu sais, ce qui monte naturellement. Mais on a encodé ce que la femme fait, puis on a égal, ça, c'est souffrance. Donc, quand la femme bouge, puis qu'elle demande du soutien, puis qu'elle demande, tu sais, que tu sois là, égal, souffrance. C'est faux. Égal, j'ai besoin de me sentir soutenue, aimée, reconnue. Tu sais, moi, j'ai vu, là, à un moment donné, je rentrais dans une maternité je m'adonnais à être là. Puis, je vois une femme enceinte que je connaissais, c'était comme une amie, puis son partenaire, c'était des gens que je connaissais. Puis, elle me dit, viendrais-tu m'accompagner? Elle s'en allait enfanter. Ça donne qu'on est rentré à l'hôpital en même temps. Fait que là, je savais pas trop, donc je vais, je les accompagne, puis là, je vois, le gars, il est assis dans le fond de la salle. Sa femme est en travail, puis tu sais, elle, c'était un médecin, fait que elle était habituée au moule médical, on va dire. Puis lui, il lisait un livre sur le kayak, dans le coin. Puis la fille, tu sais, elle faisait des sons, puis elle essayait de l'intéresser, puis il était pas intéressé. Puis tu sais, tu dis, il y a de quoi dans ce modèle-là, tu vois, de qui fait quoi, puis comment on s'attend à ce que tu le fasses. Puis, tu sais, je veux dire, les femmes, ils veulent être aimées. Ils veulent être reconnus, ils veulent être vus. Tu sais, s'il te plaît, occupe-toi de moi.
Occupe-toi de créer mon espace pour que je puisse, moi, transcender, que je puisse quitter. Mais je peux pas quitter si t'es pas là pour assurer. C'est pas parce qu'il y a mon médecin ou ma sage-femme ou, tu sais, une douleur ou peu importe que je vais me sentir en sécurité. Tu sais, je te l'avais dit, l'étude qu'on avait fait avec 36 000 femmes où on avait démontré que le plus grand prédicteur de comment ça va se passer, l'enfantement, c'est l'état psychologique et émotionnel de la mère. Si elle va bien l'enfanter. Puis si elle se sent insécure puis elle a peur, ça va être plus compliqué. Puis c'est pour ça que dans tout cet élan-là, il faut, nous autres, se déprogrammer de tout ce qu'on a appris, puis reprogrammer, puis dire, OK, de quoi la femme a besoin? Alors, Julie, il y a une image qui me vient quand je t'entends parler avec toute cette expérience que tu partages. C'est de nouveau dans cette émission de télé-réalité. Je vois un père bien intentionné dans la salle d'accouchement avec sa femme. Et puis, il est vraiment attentif à elle, etc. Donc là, on part du principe qu'il essaye d'être, on va dire, justement dans le fait de porter cet espace, comme on dit, cet espace sécuritaire, d'être là, à l'écoute, en train de reconnaître ce que sa femme est en train de vivre et d'être justement le gardien du temple, comme je le dis. Mm-hmm. Et à ce moment-là, un obstétricien rentre, un homme, un Italien, et c'était un soir de match. Alors, ça a été tourné dans une maternité vers Marseille, tu sais, dans le sud de la France, où il y avait les équipes locales qui jouaient. Et donc, à ce moment-là, le partenaire se retrouve face à un obstétricien qui rentre et qui lui dit « Ah, vous avez vu, il y a eu tel but, il y a eu tel truc. » Et donc, la femme, elle était en train de vivre ses contractions à côté. Et donc, comme le partenaire, à ce moment-là, chouchou, il se sent inférieur à la blouse blanche, parce que moi, je dénonce ça, je n'en peux plus. Ils savent mieux que nous, parce qu'ils ont fait tant d'années d'études, etc., etc. Bon. Et donc, le partenaire, il se retrouve là à devoir plaisanter avec le toubib parce qu'il se sent obligé. Il se sent pas légitime. Donc, on le met là dans une situation où il discute des buts, des machins et tout. Et la femme dit... Attends, mais c'est d'une violence. Elle dit à son chéri, « Bon, écoute, c'est bien gentil, mais tu sais que je suis en train d'accoucher. » Et l'obstétricien dit, « Oui, c'est des discussions d'hommes en même temps, madame, vous pouvez pas comprendre. » Et le chouchou dit, « Si tu ne laisses pas parler les hommes de sexe ou de foot, tu veux qu'on parle de quoi ?» Et moi, je me suis déconfite devant mon écran. Alors, tu vois, des fois, je regarde ça pendant le petit déjeuner parce que j'ai pas le temps sinon, donc j'optimise. Et ça me rend folle parce que je voyais un couple bien parti et justement le facteur, tu vois, du partenaire qui ne se sent pas légitime pour dire « Vous êtes gentil, mais je n'ai pas envie d'entendre parler du foot, ma femme accouche là. » Exact. Et c'est ça qu'on veut, une posture. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas dans les téléréalités. La première chose que je dis aux femmes, puis là je le dis à tout le monde, je vous fais une prescription, là, comment t'appelles ça? Une ordonnance. Défendu d'écouter les téléréalités. Défendu. À moins que ce soit comme toi, t'es un chercheur, c'est défendu. C'est juste de la programmation. Tout ce qu'il y a là-dessus, c'est mauvais. Out. Moi, je les défends. Ça, c'est la première chose que je leur dis, là. Ta base de données, là, c'est pas là que tu vas l'apprendre. Tu vas apprendre ailleurs. Si tu veux regarder YouTube, tu regardes des enfantements libres, des enfantements physiologiques, des enfantements dans la baignoire. Mais tu regardes faux départ. Oui, tu regardes faux départ, exact. Mais tu n'as pas le droit de t'exposer ni à des images, ni à des histoires de n'importe qui, le syndrome du salon de coiffure. Tu sais, tu vas au salon de coiffure, ils vont te parler de toute leur pourriture d'expérience au lieu de te parler de ce qui va bien. Tout le monde va te dire qu'est-ce qui va pas. Les femmes, pendant la grossesse, sont perméables. Malika l'explique bien, sont perméables. Ça veut dire que c'est comme on est des éponges. C'est comme si on retient les expériences de tout ce qu'on entend. Fait que là, c'est le temps pour le chouchou et les autres de protéger cet espace-là, de créer un espace, puis d'être capable de dire « Wow, ça, merci, mais on veut pas l'entendre. » Tu sais, ça nous regarde pas. « Ouais, mais là, tu parles d'enfanter à la maison, ça, c'est dangereux. » Hey,
C'est un bon temps pour fermer ta gueule. Merci. Tu sais, tout le monde. C'est ça. Julie, on sent Julie qui commence à se mettre en jambes. J'ai touché le point sensible. Ça, les téléréalités, je trouve que c'est tellement pourri. Puis, tu vois, quand tu parles du gynéco qui est rentré, l'obstétricien qui est rentré, puis qui parle du match de foot, puis, tu sais, c'est une affaire de gars. Quel manque de respect. Tu sais, rentrerais-tu dans une église, il y a un couple qui est en train de se marier. Tu dis, en passant, là, on vient de marquer un but, puis, hey, ta gueule, c'est mon mariage. Ben, l'enfantement, c'est une cérémonie aussi importante, plus importante que je dirais qu'un mariage, tu sais. Bien sûr. Que t'aies ton mariage qui est raté un peu parce que le photographe a mal pris ses photos ou quelqu'un a parlé dans le premier banc, là, c'est pas grave. Mais que tu rates ton enfantement, ça va influer sur comment l'enfant va vivre sa vie. On le sait. Les départs vont influer, tu sais. Récemment, je travaillais avec un clairvoyant, tu sais. C'est un ami de la famille, puis lui, il faisait des séances avec des personnes, tu sais. C'était comme un groupe, c'est un groupe d'entraide qu'ils ont, là. Puis lui, il a fait des corrélations entre comment tu vis puis comment t'es né. Puis je peux te garantir que des personnes, des femmes des enfants qui sont nés par césarienne, il y a souvent des situations où dans leur vie, ils réussissent pas à finir. Ils finissent pas, là. Ils commencent tout le projet, ils vivent toute la grossesse, ils vivent tout le travail. Puis quand c'est le temps d'aboutir, ils aboutissent pas, ils finissent avec une césarienne. Ça fait que dans leur vraie vie, ils vont prendre des projets, ils vont les faire, puis ils arrivent à 90%, 95%, puis ils ont de la misère à finir. Le défi est là. Des femmes qui ont été déclenchées préterme avant des contractions. Fait que le bébé, il naît pas sur son propre pouvoir, il a pas commencé avec sa propre énergie. Eux autres, ils ont souvent de la misère à partir des projets. Tu sais, à démarrer le projet, c'est long. Une fois que c'est parti, ça va aboutir. Fait que c'est important, c'est un événement super important. Puis là, t'as quelqu'un qui rentre, puis qui parle de ses niaiseries, de la pizza qu'il a mangée, du match de foot. C'est comme interrompre une cérémonie, c'est rentrer dans le temple sans respect. Puis le chouchou qui est pas capable de créer l'espace puis de dire, tu sais, non, dérangez-nous pas, s'il vous plaît. Ici, il se passe quelque chose de grand. Vous venez pas ici, vous frappez avant d'entrer, vous parlez doucement, vous parlez pas directement à ma femme, à ma partenaire, tu sais, pour qu'elle reste dans sa bulle. Elle a besoin d'être en train de transcender. Comment est-ce que tu peux transcender quand tu as des caméras qui t'observent? Je veux dire, les mammifères, on n'est pas fait pour donner naissance devant des gens qui observent. Tu sais, des mammifères, ils s'isolent, ils s'en vont dans un lieu à l'abri où ils vont être protégés puis en sécurité. Puis ils veulent pas se faire toucher. Nous autres, on fait tout à l'envers. On met ça sur des caméras. Ça veut dire que la fille, quand elle est en train d'enfanter, elle dit, ouais, je dirais pas trop, je parlerai pas trop, je ferai pas ça parce que là, il me voit, puis là, voyons, ça peut pas marcher. C'est comme si je te filme puis t'es à la toilette. Tu sais, puis là, tu fais, ouais, c'est un peu gênant, hein, tu sais, ça a pas de sens, ça a pas de sens. Mais c'est devenu, tu sais, Alexis, dans Radio-Québec, là, il parle de la fenêtre d'Overton. Hein. La fenêtre d'Overton, c'est ta réalité aujourd'hui. Ça, c'était accepté, normal, puis ça, c'était considéré extrême. Puis là, éventuellement, cette fenêtre-là, elle bouge. Puis ça fait que ce qui était extrême est rendu normal, puis ce qui était normal et puis tu sais, tout ça, ça bouge. Puis là, on est rendu à penser que être allongé sur le lit, recevoir des médicaments, avoir une péridurale, tu sais, on est rendu, ça, c'est normal, tu sais. Les femmes démarrent pas leur travail naturellement, les femmes peuvent pas enfanter toutes seules, les femmes savent pas quoi faire. Tu sais, moi, souvent, les professionnels me disent, oui, mais si on n'est pas là pour attraper le bébé, il va tomber. Vraiment? Penses-tu que moi, je vais laisser aller mon enfant à terre, que j'aurai pas le réflexe ou même la pensée de dire, je vais le tenir dans mes mains avant qu'il sorte? Tu sais, ça a pas de sens. Mais on est tellement programmé qu'on pense que ça, c'est ça le sens. Fait que c'est pour ça que le rôle du partenaire, le rôle de la personne qui est là, notre chouchou, c'est de protéger notre environnement pour qu'on puisse quitter la réalité normale, vivre toute notre transition, pas dans la douleur, dans la souffrance, mais qu'on utilise cette intensité-là pour être capable d'aller, de surmonter
de vivre ce défi-là, puis de revenir, puis qu'à la fin, moi j'entends encore les couples qui disent, la fille qui regarde son chouchou puis qui dit « Grâce à toi, j'ai pu, moi, développer ma puissance. Tu m'as créé l'environnement pour que moi, je puisse atteindre mon sommet. » Puis je vois les gars qui disent, les partenaires qui disent « Wow, t'étais comme une déesse, t'étais d'une puissance, d'une beauté. Tu sais, mon amour pour toi a grandi. » Puis c'est ce jeu-là hormonal, ce jeu-là de connexion que moi, j'ai toujours voulu créer. Puis c'est pour ça que j'ai fait mon programme. Je l'ai fait autour du phénomène de la douleur parce que c'était une belle voie d'entrée pour que le partenaire puisse développer des outils. Parce que si je disais aux gens, aux gars, venez, puis je vais vous enseigner comment faire de l'écoute active, puis comment valider, puis comment, tu sais, les gars sont comme vraiment, tu sais. Si je leur dis, oui, je vais te montrer comment sentir dans ton corps ce que la femme a besoin. Les gars, ils me regardent, puis c'est comme, tu rêves ou quoi? C'est montre-moi ABC, là, donne-moi le textbook. Pratique, là. Quelque chose de pragmatique. Ouais. C'est ça, quelque chose de... Là, je montre, là, il y a des mécanismes endogènes. Toi, tu peux, pendant une contraction, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ça, c'est comme ça que ça embarque la neuro. Entre les contractions, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Voici comment tu peux utiliser les mots pour aider la partenaire. Voici les gestes que tu peux créer dans la salle. Tu sais, tu vois le ciseau arriver, hein, pour l'épisiotomie. Tu sautes dans les jambes du professionnel. Tu donnes des images claires pour que le partenaire il ait des repères. Puis le rôle du partenaire, c'est pas d'être un coach. Fais ci, fais ça, fais... Non, t'as pas compris, là. T'es pas le boss. Le chef, le jefe, c'est pas toi. C'est la femme, c'est elle qui choisit. Mais toi, tu crées l'environnement autour pour qu'elle puisse être dans son corps, sentir ce qu'elle a besoin, sentir le bébé, travailler avec, puis avoir confiance. Puis tu répètes, ça va le faire, tu le fais. J'étais avec toi. Puis ça, c'est toute la partie quantique. Là. Je lis, oui, c'est ça, exactement. C'est toute la partie quantique et c'est aussi la partie énergétique. Parce que quand on accouche, on a les sens qui sont ultra développés et ce message énergétique, il est tellement capital que si un homme, un partenaire, un chouchou, comme tu dis, j'adore, il dit c'est bon, t'es capable parce qu'il répète ça comme un perroquet et qu'il n'a aucunement cette intention dans son message énergétique, ça marche pas. Finalement, même s'il dit rien, moi je me souviens, Pascal, quand j'ai accouché à la Maison des Vies en 2021, il n'a rien dit. Je l'ai pas entendu dire un mot à partir du moment où je l'ai réveillé jusqu'au moment où j'ai accouché. Il n'a pas dit un mot. Il a parlé à la sage-femme en chuchotant, parce que je les entendais même à l'autre bout du couloir, mais il ne m'a pas parlé. Par contre, j'ai senti qu'il me transmettait le fait que j'étais capable, parce qu'il était là comme un arbre. Alors, si tu veux bien, on va finir cette capsule sur justement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les chouchous peuvent comprendre finalement de toute cette partie, parce qu'on a vu ce qu'il faut pas faire, ce qu'on a dénoncé. Et maintenant, alors c'est bien, tu parles justement de porter l'espace, on se rejoint tu as décrit ce que je nomme l'alliance du féminin et du masculin sacré, hein. Quand justement tu dis, voilà, on apporte la femme aux portes du voyage et de sa puissance, c'est elle qui va faire le chemin seule, mais pour le faire, elle a besoin de sentir que sur le port, il veille, ce masculin sacré. C'est un rôle, hein, c'est une fonction. Dans ce masculin sacré, cet espace protégé d'une certaine façon permet l'envol de la mère vers sa puissance et vers cette force qui la dépasse pour qu'elle accepte justement de se faire traverser par la vie. Alors, comment toi, tu as envie de t'adresser aux chouchous maintenant pour leur donner l'envie de s'investir de ce moment-là? Parce que c'est aussi une opportunité pour eux d'atteindre une autre puissance qu'ils ne pourront jamais connaître autrement. Absolument. Tu sais, dans la polarité, hein, on a la polarité femelle puis mâle. OK? C'est comme des pôles. C'est le positif-négatif. Hein, ils s'attirent. Dans notre société, on est beaucoup encouragé à enlever ces polarités-là. Puis à dire, moi, je suis une femme, je peux faire tout ce que le gars peut faire. Moi, je suis un gars, je peux faire tout ce que la fille peut faire, OK? Puis là, notre polarité est moins grande. Et ça fait que l'attraction est moins forte. Dans un enfantement,
je peux pas être un mâle. Je suis une femelle. J'ai besoin d'être la femelle. La femelle, elle, a besoin de lâcher prise, d'être molle, de laisser aller, de laisser la vie la traverser. Elle a besoin de transcender avec ça. Elle a besoin d'être la partie femelle. Le mâle, il a besoin d'être le protecteur, il a besoin d'être le guerrier, il a besoin d'être le soldat, le surveillant du temple. Il a besoin d'être le rare, celui qui va dire non. Elle a dit non, ça veut dire non. Elle a dit qu'elle va être à genoux, est à genoux. C'est tout le monde. Vous suivez ce que la femelle a besoin. Le mâle, il joue le rôle mâle. Et quand on est polarisé, c'est ce qui crée notre attraction. Je me rappelle quand j'ai connu mon partenaire actuel, il y a une quinzaine d'années, puis là, je lui disais, je peux tout faire ce que tu fais, tu sais, je porte mes bagages, je fends le bois, je suis capable de runner ma scie mécanique, puis j'ai pas besoin d'un mâle. Puis il m'avait dit, je sais que t'as pas besoin d'un mâle, mais tu peux t'appuyer sur moi. C'était comme une révélation. Je peux m'appuyer. Ah, ça veut pas dire que je suis faible parce que je m'appuie. Ça veut dire que je peux lui donner, lui, l'opportunité d'être dans sa polarité mâle pour que moi je sois et que j'accueille ma vulnérabilité. J'ai le droit, c'est bon. Puis nous autres, quand on enfante, on a besoin d'être vulnérable. Donc, chez le mâle, le conseil que j'ai à donner, puis tu sais, moi, j'ai comme pas peur de dire le partenaire, le mâle, le père, le gars, tu sais. Je pense que c'est ça. La reproduction humaine est basée sur une femelle puis un mâle, tu sais. C'est ça qui a créé la reproduction de notre espèce. Puis qu'on incarne, qu'on s'autorise à incarner ces positions, ces postures-là. La posture du protecteur, la posture de l'intériorisation et du lâcher-prise que nécessite l'enfantement. Puis pour le partenaire, pour que s'il me dit « Ouais, mais comment je fais ça? » Tu sais, ben il y a toutes les techniques, tu sais, je les décris dans mon programme, tu sais, je l'enseigne dans mon programme, on y va étape par étape, tu sais. Ça, tu peux faire ça au début, tu peux aller avec ça pendant la contraction, tu sais, comment tu peux masser, soutenir, respirer, aider à visualiser, à dévier l'attention, tout ça. Il y a une multitude de gestes pour bien comprendre comment on peut accompagner, soutenir une femme dans l'ascension puis dans l'atteinte de son sommet. Puis, fait que je dirais, tu sais, c'est important de bien se préparer, puis de faire du ménage dans notre propre expérience. Oui, et surtout, je parlais au début de cette capsule qu'il y a un phénomène qui est en train de grandir, c'est les cours de préparation pour les pères. Alors, c'est des salles, j'ai vu ça à la télévision, où il y a tous les papas qui sont dedans. Et puis, il y avait, en l'occurrence, dans celle-ci, un sage-femme homme, parce que là aussi, les pauvres hommes qui veulent faire sage-femme, on dit pas sage-homme, on dit sage-femme homme. Alors bref, donc il y avait que des hommes dans la salle, et puis j'étais hallucinée parce que en fait, ce cours de préparation à la naissance, c'était un résumé, un exposé de tout ce qu'on fait en acte médical pendant l'accouchement. Et là, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, Julie, si elle voyait ça, elle jetterait la télé par-dessus bord. Bon, c'est un ordinateur, en fait. Mais en fait, donc, on explique aux hommes ce qu'est une péridurale, évidemment, sous toutes les coutures, ce qu'est un forceps. Et tu voyais les pères qui étaient là, derrière leur petit bureau, parce qu'ils étaient évidemment assis derrière des bureaux, comme disent gentils élèves. Et tu voyais les pères qui parlaient entre eux en disant, oh là là, c'est ça qu'on va. Donc, en fait, le sage-femme homme, à ce moment-là, il est absolument pas conscient, parce qu'il est issu de ce système-là, il est pas conscient qu'il est en train de programmer les autres à son tour, à leur tour, que finalement, c'est normal qu'on va venir avec des forceps, donc une espèce de grosse spatule comme ça, dans le vagin de leur chérie, pour sortir le bébé. On est déjà en train de leur dire, elle sera pas capable. Elle sera pas capable. Donc, comment voulons-nous avoir des partenaires qui croient en leur chérie? Moi, je trouve ça fou. Mais c'est ça. On va en parler, tu sais, dans l'épisode où on va parler de la préparation à la naissance. On va voir, c'est la programmation à la naissance. Ça devrait être la thématique. Tu vois, même de faire des groupes, parce qu'il y a des groupes d'hommes dans la préparation qui existent. Tu sais, je pense que ça peut avoir du bon, là, pas celui que tu viens de me décrire, mais un groupe d'hommes où les hommes, ils peuvent partager. Mais le but, c'est pas d'isoler les groupes. Le but, c'est de renforcer le couple.
Moi, quand je donnais mes cours, puis j'étais devant les parents, tu sais, ils se parlent, ils sortent du cours, ils parlent ensemble. La fille, elle peut exprimer c'est quoi ses désirs, tu sais, qu'est-ce qu'elle aimerait. Le père, il peut parler de ce que lui a envie de faire, comment il pourrait le faire, il en discute, c'est ça le but. À quoi ça sert de ramasser toutes les filles d'un bord, tous les gars d'un autre bord, tu sais? C'est un dialogue de sourds. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que cette équipe-là réussisse à se constituer ensemble, puis qu'ils se définissent. Tu sais, nous autres, dans la construction de notre maison, il y avait des responsabilités. Moi, je gérais le projet, mon mari gérait le chantier. C'est différent. Gérer le projet, ça veut dire que tu coordonnes les différentes étapes, les personnes qui vont intervenir, c'est quoi les plans, puis c'est quoi les devis, tout ça. Le gestionnaire de chantier est sur le chantier, lui, il gère les ressources qui sont là, il s'assure que le travail est bien fait. Puis on avait défini ces mandats-là, puis des fois, moi j'arrivais sur son champ de compétences, il arrivait sur le mien, puis tu sais, on connaissait un peu ce que l'autre faisait, tu sais, je savais ce qu'il y avait sur le chantier, il savait qu'est-ce que j'étais en train de programmer, mais on avait défini des rôles. Puis c'est ça le but, tu sais, je veux dire, il y a pas un enfantement qui est pareil, il y a pas une femme qui va vouloir la même chose, mais c'est le couple qu'il faut qu'ils s'entendent. Le gars, il peut dire, moi, je suis comme pas à l'aise avec telle partie, OK, moi, j'aurais besoin de ça, comment on peut atteindre cet objectif-là, puis c'est ce jeu-là qui est important, parce que c'est là qu'ils sont en train de développer des outils pour, quand l'enfant va être né, comment on va faire, OK, moi j'ai de la misère si je me fais réveiller la nuit, donc c'est toi qui fais telle affaire, moi je vais faire ça, toi tu prends le relais, tu sais, tu vois, ils vont développer leur dynamique, c'est ça le but. Pour moi, c'est ça le but, parce que les autres techniques, les outils, le but, c'est qu'on travaille en équipe. Merci beaucoup, Julie. On arrive à la fin de cette capsule sur les chouchous. J'espère qu'il y a beaucoup de chouchous, du coup, qui nous ont regardés, de partenaires qui ont une révélation sur leur rôle important à jouer cette fonction incroyable de garder le temple. En tout cas, merci beaucoup, Julie. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler des préparations à la naissance. Au revoir tout le monde. À bientôt.